Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans La Traversée et on va débriefer la session qu'on a eue, l'interview qu'on a eue avec Josette Khalifa. Quand je dis on, que j'ai eu avec Josette. Et je voulais revenir avec vous sur plusieurs sujets. Mais comme d'habitude, j'aime bien commencer par des petites citations. Donc j'en avais une qui était de dire « Croire en soi, c'est le premier pas de la réussite. Croire en soi, c'est le premier pas de la réussite. » Je me rappelle que c'est un de mes profs qui m'a sorti ça un jour, mais je ne me rappelle plus exactement de qui était-ce et je n'ai pas su retrouver. Croire en soi, c'est le premier pas de la réussite. Et on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Bien sûr, c'est d'Albert Einstein, ce qui signifie simplement que on fait partie du problème et que c'est difficile de régler le problème qu'on a nous-mêmes créé ou co-créé. Et il y a toujours un rêve qui veille. Moi, j'aime bien dire ça. Il y a toujours un rêve qui veille. C'est de Paul Éluard. Ces 3 citations, et bien évidemment, vont nous porter durant cette traversée. Et dans cet épisode, je vais vous parler notamment des petites phrases auxquelles Josette s'accrochait et qui lui permettaient de passer des épreuves. Mais en fait, quelles sont ces phrases pour vous ? Pour elle, c'était « Quoi qu'il arrive, je vais me relever ». Moi, j'aime bien une des phrases que je raconte dans un de mes contes, qui est « Quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux ». Sur le moment, bien sûr que je ne le vois pas. Mais souvent, je peux me prendre, y compris dans une situation qui m'est apparue comme très difficile, j'ai eu un bénéfice. Et si je m'accorde ce bénéfice, si je m'accorde ce gain, si je m'accorde cette positivité, eh bien j'arrive à passer souvent plus facilement, sans faire du déni, mais à passer l'épreuve. Puis des fois, par contre, bien sûr, il faut trouver une autre phrase parce que celle-là, c'était pas suffisante. Alors, je ne sais pas quelles sont les petites phrases pour vous qui sont essentielles pour vous faire avancer, comme des mantras. Moi, une technique que j'avais utilisée, c'est que j'en ai trouvé plein et puis je les avais rangés dans un document Word et puis voilà, mais je ne l'utilisais pas. Et donc, pour pouvoir l'utiliser, je les ai mis dans mon agenda et ça apparaissait d'une manière aléatoire tous les jours de l'année. Et donc j'aimais bien, et puis certaines que je trouvais qui marchaient mieux, ben, je les gardais, donc elles venaient en doublon, enfin je les reportais tous les mois en récurrent. Et puis j'essayais que ça soit un peu d'une manière aléatoire, mais en tout cas que ça apparaisse au moins une fois par mois. Et puis à la force, j'en ai trié, et j'en ai gardé peut-être que 12, puis que 5, puis que 3, et puis 1 ou 2 qui me portaient. Et puis quand j'avais besoin de changer, je retournais voir ma liste et puis j'en mettais 1 ou 2. Voilà. Donc chacun de vous peut faire autrement. Une autre manière de faire aussi, je trouve, c'est de se rappeler en fait les phrases qui me portent dans une situation donnée. Si à un moment donné j'ai besoin de réussir, si à un moment donné j'ai besoin de gagner, si à un moment donné j'ai besoin de lâcher prise, si à un moment donné j'ai besoin de savoir me reposer, si à un moment donné j'ai besoin de clémence, alors que j'ai de l'exigence extrême à mon encontre, j'en sais rien. Ça peut être aussi en fonction de mon fonctionnement ou de mes dysfonctionnements, je peux avoir des phrases qui m'aident. Et je pense que c'est important de garder ça. La vie n'est pas linéaire et on a besoin d'avoir des soutiens. Alors il y a des personnes qui peuvent être des soutiens, mais des fois des phrases sont des soutiens. Et puis quand on n'en a plus besoin, on en trouve une autre. C'est pas des béquilles pour moi, c'est des soutiens.
on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Ça, c'est vraiment un truc qui m'est resté quand j'ai une formation d'ingénieur et je m'apercevais que souvent, une partie des problèmes que des informaticiens avaient créés, en fait, c'était juste, il y avait quelque chose qui avait mal été pensé, mais ça se retrouvait dans le code. Et c'était très difficile de le faire admettre à celui qui l'avait créé, alors qu'en fait, si on trouvait une autre personne, bien, simplement, elle pointait ce qui dysfonctionnait sans problème. Et pour celui qui l'avait créé, c'était difficile. Pas seulement de reconnaître, mais même de voir, tout simplement, parce que c'est son mode de pensée. Et nos modes de pensée créent, bien sûr, notre environnement, notre chimie interne. On est tous addicts à une chimie interne, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs. J'espère que si vous ne le savez pas, vous allez prendre le temps d'écouter. Que vous êtes addict à votre chimie, alors tant qu'à faire, soyez addict à la joie plutôt que au râle. Parce que les gens qui sont râleurs sont addicts au râle. Les gens qui sont plaintifs sont addicts, sont addicts ou donc dépendants, pour utiliser le mot français, dépendants de cette chimie interne que produit la plainte qui me permet d'obtenir peut-être des gens qui s'occupent de moi. Mais j'ai tellement d'anecdotes de ça dans ma vie pour m'apercevoir que on se complaît dans notre système, mais aussi parce que la chimie nous permet d'être dedans, quoi. Et chaque pensée produit dans nos neurones, dans le système neuronal, par le biais des transmetteurs, va produire une chimie. Et dans cette chimie, le danger, c'est de ne pas comprendre que je suis addict à cette dose. Et si c'est une dose qui me correspond, c'est peut-être juste, mais je suis pas sûr que ça corresponde à qui que ce soit de râler. Je suis pas sûr que ça corresponde à qui que ce soit de se plaindre. Souvent, c'est des systèmes par défaut et pas des systèmes premiers. Donc pensez-y quand vous vous entendez, c'est que vous êtes addict à ça. Et donc, c'est quoi la solution? On me demande. Souvent, en fait, c'est juste de remplacer par autre chose. Qu'est-ce que je voudrais à la place? À la place de râler, de m'orienter vers ce que je veux, donc de redévelopper en fait de l'envie, de la dopamine sur autre chose. Et je vais être accro donc à de nouveaux challenges plutôt que à me plaindre. Je vais être accro à réussir plutôt qu'à râler ou qu'à rester dans mon fauteuil. Et donc plus je bouge et plus je m'habitue à créer cette dopamine. Et pas seulement cette dopamine. Je connais des gens aussi qui passent plus de temps à essayer d'aller mieux et donc qui cherchent à avoir zéro cortisol, mais ça fonctionne pas. Bien sûr qu'il est nécessaire de ne pas développer du cortisol et donc du stress permanent, hein, ou de la peur permanente, et puis qui va être répondu en général par de la colère après, pour empêcher ça, pour pouvoir vaincre ce phénomène de stress très fort. Mais souvent de la colère contre plutôt que de la colère pour, c'est-à-dire pour me permettre d'avancer. Non, non, pour être contre. Et donc, en conséquence de quoi, vous avancez pas beaucoup. Donc les petites phrases essentielles pour avancer, celles-là, elles permettent de se mettre en route, en traversée. Le deuxième sujet que j'avais envie d'avancer avec vous, c'était de la nécessité de croire en soi. Ça paraît une évidence, mais il y a tellement d'endroits où on ne croit pas assez en soi. Et je ne sais pas à quel endroit vous ne croyez pas assez en vous. Quels sont les endroits dans lesquels je ne crois pas assez en moi? On a bien entendu chez Josette qu'il y avait des endroits clairement où elle ne croyait pas en elle. Et avant qu'elle puisse dire qu'elle est une géante, il a fallu qu'elle grandisse déjà. Pas physiquement, puisque ça c'était plus possible, mais mentalement. Et puis faire péter des plafonds de verre qui étaient peut-être pas si forts que ça, pas si gros que ça, pas si épais que ça, mais pour autant déjà invisibles, souvent, inconscients, qui sont pas seulement des croyances limitantes, c'est plutôt des autorisations qu'on ne se fait pas. On ne s'autorise pas à être. Et c'est pour ça que c'est difficile de croire en soi, parce qu'on ne s'autorise pas. Donc, je peux même pas croire que c'est possible, puisque je m'autorise même pas à croire que je puisse le faire. Et donc, s'autoriser, c'est être l'auteur de sa vie, c'est se permettre d'avancer. Pour moi, c'est essentiel. C'est ce qui m'a permis de passer du timide que j'étais à l'homme que je suis aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis de croire en mes rêves et d'oser les mettre en œuvre, d'oser, je sais pas, faire mes expériences avec les animaux avec lesquels j'ai pu travailler. Bien sûr que parfois j'ai eu peur. Mais waouh!
quelle, quelle, euh, quelle récompense. Quelle récompense. Voilà. Et donc d'avoir osé traverser une partie de mes peurs. Et chaque année, je me mets un challenge au niveau de mes peurs d'aller déplacer un peu plus mes peurs. Et puis vous avez le droit d'avoir des endroits où vous avez peur et c'est pas obligatoirement un problème si ça vous empêche pas de vivre et si ça vous empêche pas d'avancer. Et donc la nécessité de croire en soi, parce qu'en fait, quand on croit à la vie, parce qu'en fait c'est le deuxième sujet pour moi, c'est s'impliquer davantage pour réussir, mais aussi comment je crois. Et elle disait qu'elle avait beaucoup de croyances sur l'argent ou sur la vie et qu'elle croyait pas en la vie parce que sa mère disait que bah, c'était que ça. Et pour moi, croire en la vie, c'est c'est essentiel. Croire en soi, c'est essentiel. C'est un, c'est un moyen indispensable pour mon développement. C'est oser penser que la vie nous appartient. Il est possible d'envisager des rêves. Il est possible d'envisager de réussir mes rêves. Donc je les gère comme des projets. Ça s'appelle des projets rêves. Et j'envisage donc le meilleur pour moi et pour tous ceux qui vont y participer. Et souvent, plus le projet inclut des gens, plus il a une chance d'exister. Plus il est petit, et peut-être qu'il peut être petit pour démarrer, mais plus ensuite je pourrais agréger des personnes autour de moi, plus c'est elles qui vont me porter à ce rêve, qui vont m'aider à m'entraîner, qui vont m'aider à progresser, qui vont m'aider à me perfectionner. Parce qu'en fait, pour pouvoir progresser, comme vous le savez, il faut juste s'entraîner. Et on s'entraîne à devenir qui on veut être, voilà. On s'entraîne pas seulement à devenir, je sais pas, meilleur, on s'entraîne à devenir cette nouvelle version de nous-mêmes, qu'on peut appeler des fois une meilleure version de nous-mêmes, mais c'est peut-être pas obligatoirement une meilleure version, c'est juste une version qui progresse, qui avance, qui prend de l'âge. Donc pour certains, c'est moins bien, pour d'autres, c'est mieux, je sais pas. Il y a des gens qui n'ont pas aimé leur enfance, qui sont contents d'être adultes, mais il y a des gens qui n'aiment jamais leur âge. Donc voilà, je crois que ça, c'est parce qu'on on croit pas assez en nous, on n'a pas assez confiance en nous, on n'a pas assez d'estime de nous. Et donc, même si on n'est pas toujours convaincu, des fois, il faut faire un peu comme si. Moi, je me suis aperçu que si moi, je ne croyais pas en la vie, la vie croit en moi. C'est moi qui juste ne réponds pas. C'est moi qui sais pas recevoir. Alors qu'en fait, la vie donne tout le temps. Tout ce qui est autour de vous donne. C'est juste un processus d'échange perpétuel. Tout ce qui est la vie, tout ce qui est la nature, tout ce qui est autour de nous ne fait que donner. Et que il n'y a pas tant de prédation que ça, notamment dans le monde végétal, il n'y en a pas. Et donc, si nous, les humains, on faisait un peu plus attention à ça, on serait sûrement dans un monde plus simple pour nous, plus sain. Donc les croyances qu'on a un environnement positif ou neutre ou négatif, c'est nous qui le décidons. Et donc je vous conseille de lire, si vous ne l'avez pas déjà lu, La biologie des croyances de Bruce Lipton, où il parle notamment des effets placebo que vous connaissez, mais aussi nocebo. Donc les croyances positives qu'on entretient ou les croyances négatives qu'on entretient. Et plus on prend conscience de ça, et plus on prend conscience qu'elles affectent notre manière de penser, mais aussi tout simplement notre santé. Parce que vos croyances négatives ne font pas mieux fonctionner votre santé, non. Et voilà, pour moi, les croyances, quand les croyances sont négatives sur soi-même, j'entends, quand je ne crois pas en moi, eh bien, en fait, je ne m'autorise pas grand-chose. Donc, il y a tout ce qui est en moi qui meurt, qui se flétrit. Et pour moi, c'est je retire de la santé à ma vie. Et donc, parce que ma biologie ne fonctionne pas, elle produit effectivement des choses qui me font vieillir plus vite. Alors, je ne dirais pas que tout doit être positif, bien sûr que non. Mais pour autant, à quel moment je peux positiver? C'est pas la même chose. Rien n'est dans l'absolu positif tout le temps. D'accord? Le positif, c'est juste comme une aimantation, ça peut être par moment le positif et le négatif. Et donc, il faut des fois des creux pour valoriser les bosses. Voilà.
Mais simplement, je pense il est nécessaire de positiver sur ce qu'on vit. Si je poursuis sur cette idée de la nécessité de croire en soi ou de la nécessité de croire en la vie, il y avait autre chose qui m'avait paru intéressant dans ce que nous disait Josette, c'est que elle, en plus de ça, elle avait des croyances difficiles avec l'argent. Et je sais pas, vous, mais je me suis aperçu dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de l'entreprise, là on en parle moins en tant que salarié, mais en tant qu'entrepreneur, je vois beaucoup plus d'entrepreneurs qui osent en parler, mais qu'à un moment ou à un autre, les croyances sur l'argent vont vous empêcher de fonctionner correctement. Souvent dans les salariés, c'est plutôt les empêche je dirais de bien gérer leur argent. Mais ils ont un argent régulier qui tombe parce que c'est un salaire. Par contre, quand on est entrepreneur, il faut aller chercher, il faut aller se valoriser, valoriser son produit qui est des fois soi-même. Et donc, quand on valorise ou les gens, eh bien, il faut apprendre à savoir se valoriser, savoir s'estimer, savoir estimer les autres. Et ça, c'est le rapport qu'on a à l'argent, c'est le rapport qu'on a à la valorisation des choses. Et peut-être que les croyances qu'on a eues enfant, la manière dont on a éduqué nos enfants, vous verrez que c'est assez évident quand vous en prenez conscience que on crée nous-mêmes des difficultés pour nos propres enfants ou des gens avec qui on fonctionne si on n'est pas clair sur le rapport qu'on a à l'argent. Et souvent, je m'aperçois que les gens se mettent en colère, c'est parce qu'en fait, on n'a pas le même rapport à l'argent. Et donc, il y a des gens pour qui ça sera dépenser de l'argent, il y en a pour qui ça sera investir, il y en a pour qui ça sera, je dirais, gaspiller, gâcher, euh, il y en a pour qui ça sera offrir. Et donc, ça dépend du geste, ça dépend de l'intention, bien sûr, mais ça dépend aussi de la croyance que j'ai vis-à-vis de l'argent. Et si j'ai peur d'en manquer en permanence, eh bien, ça crée cette difficulté. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à des états qui sont l'état de pauvreté, par exemple, a fortiori de misère, de pauvreté ou de richesse. Et pour moi, ce sont des états, c'est des états d'être, plus que, plus que des états, je dirais, de compte en banque, qui reflètent juste ça. Et c'est ça qui est difficile pour certaines personnes d'ailleurs, de changer d'état. C'est que c'est renoncer aux amis qui étaient pauvres, renoncer aux amis qui étaient riches, savoir fonctionner dans des mondes qui ne sont pas les nôtres. Donc ça pose plein de questions sur notre rapport à l'argent. Donc on a fait pas mal de choses avec mon épouse Sylvie sur ces sujets pour aider des entrepreneurs et des dirigeants. Et voilà, je voyais ça pour Josette aussi comme un point de bascule quand elle a pris conscience qu'elle elle avait le droit aussi d'arrêter d'être pauvre. Elle avait le droit, euh, peut-être qu'elle n'osait pas encore le dire, d'être riche. Elle avait le droit de réussir financièrement, quoi. Pas seulement de réussir, mais de réussir financièrement. Et je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est l'abbé Pierre qui disait, c'est drôle, les pauvres ont du mal à comprendre pourquoi les riches ne se satisfassent pas de l'argent. Et c'est drôle que les riches ne comprennent pas que si l'argent peut faire le bonheur des pauvres, voilà, pour les riches, c'est difficile d'envisager que l'argent soit suffisant pour le bonheur, mais pour les pauvres, ce serait déjà bien si on avait de l'argent, et ça serait sûrement mieux, et ça permettrait d'être heureux. À tort ou à raison, ok, mais c'est deux schémas de croyance qui sont vécus par les pauvres et les riches. Donc, croire que nous avons de la valeur, croire que la vie a de la valeur, croire en la vie, même si pour certains, c'est pas une preuve, c'est une croyance, bien sûr, mais c'est avec ces croyances-là qu'on arrive à créer un monde. Comme Martin Luther King disait bien I have a dream et pas I have a plan, comme disait Simon Sinek. I have a dream. Donc c'est quoi vos rêves? C'est quoi les rêves que j'ai dans la vie? Et oser rêver, même si c'est une utopie, dans le sens que ça n'existe pas aujourd'hui, mais c'est fait pour exister si c'est une utopie. Et donc les utopies d'aujourd'hui sont peut-être des réalités de demain.
Donc j'aime bien croire aux utopies. Donc quelles sont les utopies que vous avez pour votre business? Quelles sont les utopies que vous avez pour votre famille? Quelles sont les utopies que vous avez pour vos enfants? Quelles sont les utopies que vous avez pour les gens que vous aimez? Quelles sont les utopies pour, je sais pas, les animaux, les espèces vivantes de cette planète? Afin de mieux vivre. Alors, le dernier point, c'était de s'impliquer. S'impliquer davantage pour réussir. C'est quoi s'impliquer? Alors, je m'aperçois souvent que beaucoup de gens n'ont pas compris la notion d'implication. Ils confondent être concerné et être impliqué. Donc, je raconte dans mon livre un certain nombre de choses à ce sujet. Mais si on revient juste sur le mot s'impliquer, eh bien, c'est simplement, avancer en mettant de soi, donner de soi. Et donc, quand je donne de moi, quand je développe une forme de générosité dans l'effort, dans l'action, eh bien, dans l'action ou les actions, eh bien, je vais m'impliquer. Concerner, c'est juste regarder les autres faire. S'impliquer, c'est vivre avec. Et donc, quand je m'implique, j'ai une chance davantage de réussir. Et une des erreurs qu'on fait souvent, c'est que les gens ne sont pas assez impliqués parce qu'il n'y a pas de discipline, parce qu'il n'y a pas de récurrence, et en conséquence, comme j'en parlais aussi dans la dernière émission avec Julien Essoulier, eh bien, il ne peut pas y avoir de champions. Tous les champions sont des impliqués, voire des hyper impliqués, dont en tout cas au moins vis-à-vis de leur rêve de champion, pas obligatoirement des fois assez vis-à-vis de l'équipe, mais peut-être qu'ils seront partenus dans une équipe dans laquelle être impliqué dans le collectif est fondamental. Donc, si on pratique un sport individuellement, c'est pas toujours simple. Il faut souvent être accompagné. Mais un sport d'équipe, le pratiquer individuellement, c'est souvent une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens qui sont des potentiels super champions ne le seront jamais. Parce qu'ils n'arriveront jamais à intégrer une équipe qui voudra d'eux à ce niveau-là, même s'ils sont excellents. Parce qu'ils sont trop individuels, même si on le voit encore à très haut niveau dans beaucoup de sports collectifs, mais je pense que ça ne fait pas gagner une équipe, une individualité. C'est un ensemble d'individualités qui ont le même objectif qui peuvent gagner peut-être. Et a fortiori, si une équipe, avec ce qu'est une équipe, va pouvoir permettre à un groupe de gagner. Alors avant de poursuivre, je voulais juste vous raconter un petit conte. Alors quand je dis un petit conte, c'est pas tout à fait juste. Ça va prendre, 2-3 minutes. Le conte s'appelle Yunus, ce bon Yunus. C'est un des personnages que j'aime le plus dans mes contes, ou dans les contes que je raconte, parce que bien sûr ce n'est pas un conte que j'ai inventé. C'est un conte que j'ai entendu pour la première fois par Henri Gougaud. Yunus était un vagabond, assoiffé de vérité. Son histoire commence en Anatolie, dans un endroit où Yunus a passé toute son enfance. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait besoin de voyager, de partir sur les routes. Il avait besoin de se réinventer, d'exister. Jusqu'à présent, il ne savait pas qui il était vraiment. C'était un assoiffé de la vie, de la vérité. Et quoi d'autre? Alors, de ville en ville, il posait cette question: qui suis-je? Que suis-je venu faire sur cette terre? Que dois-je vraiment faire? Mais il n'avait pas de réponse. Heureusement, un jour, dans un petit village, il croisa un sage. Ce sage n'était pas prêt à l'enseigner, mais par contre, il lui dit: je connais quelqu'un pour toi. Il s'appelle Taptuk. Et si tu continues loin, loin, dans les plaines et dans les steppes, dans l'Est, là, tu trouveras Taptuk. Je te préviens, il y a au moins 3 semaines de marche. Quand tu trouveras son enceinte, tu le trouveras. Alors Yunus se mit en chemin, avec un enthousiasme débordant. Enfin, il allait trouver la vérité, savoir qui il était. Alors, que devrais-je vous dire tout d'abord sur Taptuk? Taptuk, c'est toute une histoire. Depuis l'âge de 10 ans, il avait décidé d'être un guerrier. Il avait appris à se battre sur tous les fronts. En tant que mercenaire, capitaine, puis général, il avait fait partie de toutes les grandes armées, tous les grands combats. Mais un jour, qui semble-t-il devait être le dernier pour lui,
il fut laissé pour mort sur le champ de bataille. Une femme le trouva. Et jusqu'à présent, il n'avait jamais vraiment rencontré de femme. Il n'avait jamais vraiment pris le temps de vivre avec une femme. Et cette femme prit le temps de s'occuper de lui. Lui, Taptuk le guerrier, le rude. Il était devenu aveugle ce jour-là. Une lame avait eu raison de ses yeux. Alors, cette femme lui enseigna la douceur, l'écoute. Tous les deux, ils décidèrent de refaire leur vie ensemble. Ils construisirent d'abord une petite masure, et puisqu'il ne pouvait plus voir avec ses yeux, il décida de voir de l'intérieur. Sa sagesse devint légendaire. Au point qu'autour de sa maison, d'autres personnes, d'autres disciples se joignirent à eux, et puis autour de ce hameau, on construisit une palissade, et puis des murs pour se protéger du vent des bandits et de quelques armées en errance. Ce n'étaient que des murs en pierre sèche, car il n'y avait pas grand-chose dans ce désert aride. D'année en année, la légende de Taptuk naquit et grandit. Alors revenons à Yunus. Yunus était en chemin. Enfin, après 3 semaines de marche, il vit la palissade. Enfin, le mur d'enceinte, tant espéré, était devant lui. Il frappa à la porte, il était tard ce soir-là, mais il était tout excité, et ce fut l'épouse de Taptuk qui lui ouvrit. « Bonjour, mon brave, que nous veux-tu » ? « J'ai entendu parler de Taptuk, » lui dit Yunus. « J'ai entendu parler de l'homme qui est capable de m'apprendre la vérité. Est-ce que je peux entrer » demanda-t-il. Elle lui répondit « Mais oui, bien sûr, entre, mon brave. » Le premier soir, il fut convié à la table de Taptuk. On sentit tout de suite qu'entre les deux hommes, un lien se créait. Taptuk le costaud, fort, plutôt Rabelais, et en même temps précis. Chaque mot de Taptuk pointait avec précision une zone à découvrir pour Yunus. Il savait maintenant qu'il était à la bonne place. Il avait trouvé celui qui était capable de lui enseigner. Dès le lendemain, il attendit d'être enseigné. À sa grande surprise, Taptuk lui dit simplement « Je ne sais pas ce que je peux t'apprendre aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est de balayer la cour et je prendrai le temps au fil des jours de t'enseigner si quelque chose me vient. » Yunus fut enchanté de s'entendre dire qu'il pouvait rester auprès du maître. Il était heureux de sentir qu'il pouvait être enseigné, heureux d'avoir quelque chose à faire, enfin. Alors il prit le balai et il balaya tous les jours la cour. Et tous les jours, Taptuk et ses disciples, souvent avec son épouse, traversaient la cour allant d'une maison à une autre, là où ils devaient enseigner. Après quelques semaines de balayage, Yunus n'avait toujours rien écouté, toujours rien appris de plus. Le temps passait. Il dormait dans la cour la nuit. Il ne s'en plaignait pas. Le ciel comme tout paysage, les étoiles, la nuit, il était heureux. Mais au bout d'1 an, il trouva le temps long. Et il se dit quand même, cela fait 1 an que je suis là, je croyais qu'il devait m'enseigner quelque chose. Et tout en réfléchissant cette nuit-là, il comprit. Il comprit que Taptuk lui enseignait la patience. Quand il se leva le matin, il fut radieux et enthousiaste. C'est incroyable, il ne m'a rien dit. Ah, il enseigne à mon âme la patience. Waouh, qu'il est fort ce Taptuk, la patience, ça c'est top. Une fois de plus, il comprit qu'après toutes ces années, les réponses ne venaient pas de l'extérieur, elles venaient de l'intérieur. Et c'est en faisant silence qu'il arrivait à entendre ces différentes réponses. Waouh! Il continua à balayer de plus belle, et il décida d'ailleurs, tellement il était heureux, de fredonner des chansons, de chanter des chansons qui lui venaient comme ça. Qu'est-ce qu'il est fort ce Taptuk, se répétait-il. Et pendant des semaines, des mois, il balaya comme cela avec entrain en chantant. Cela dura 1 an, puis encore 1 an, et ainsi jusqu'à que cela fasse 3 ans de plus. Et un jour, un peu désespéré, il se dit « Mais quand même, la patience c'est bien, mais quoi d'autre ?» Et là encore, une nuit difficile et au matin la réponse. Mais oui, qu'est-ce qu'il est fort ce Taptuk, il m'a enseigné l'humilité. Ah, l'humilité. C'était tellement extraordinaire que là aussi il se mit à chanter de plus belle.
Il redoubla d'efforts dans son travail, il balayait avec entrain et précision, alors que tous les jours le même rituel continuait. Taptuc, ses disciples, son épouse traversaient la cour, et tous les jours ces derniers ne lui adressaient pas même un regard. Mais il ne s'en offusquait pas, car patience et humilité maintenant, à présent. Ah là là là, quel cadeau. Cela durait comme cela encore 2 ans, puis 3, puis 4, et enfin 5 ans. Cela faisait maintenant 10 ans qu'il était là. Cela semblait long. Même si la patience et l'humilité étaient de belles valeurs qu'il avait apprises et qu'il portait en lui maintenant, il se sentait un peu abusé. Pas un seul enseignement officiel du maître. Personne ne le regardait. Eux, ils avaient droit à des enseignements du maître, mais lui, il balayait la cour. Il y avait quand même une injustice là-dedans, non? Et ce soir-là, il ne trouva pas d'autres leçons, pas d'autres réponses. Il se décida alors à partir en laissant là son balai. Il sortit par la porte par laquelle il était arrivé et il courut. Il courut dans les steppes 3 jours durant. Et alors qu'il était sur le point de se laisser mourir, il se laissa choir sur une dune. Et là, quelque chose de particulièrement étonnant se produisit. Il entendit des rires et des voix, en plein milieu du désert. Comment était-ce possible? Il passa la dune de sable et il vit autour de lui un campement. Et de son campement, il vit des bédouins, en nombre, avec de la nourriture à profusion et de superbes tapis. On aurait presque pu croire à un palais installé en plein désert. Était-ce un mirage? Il arriva au campement presque en rampant. Des hommes lui vinrent en aide. Il fut accueilli avec gentillesse, bonté et je pourrais même dire sollicitude. Après qu'il se fut bien restauré et qu'il se sentit enfin reposé, il alla poser une question. Comment vous êtes arrivé là? Comment avez-vous pu apporter autant de victuailles? Mais d'où vient tout cela? Vous êtes des riches marchands? Des riches princes? Ils se mirent à rire. Non, rien de tout cela. Oui, effectivement, nous sommes des marchands, mais nous ne sommes pas riches. Nous empruntions cette voie parce que nous étions perdus. Et puis au fil du temps, nous avons entendu des chansons. Et tous les jours, nous sommes restés là parce que nous entendions ces chansons et nous avons appris à les chanter. Et quand nous les chantions, j'ose même pas vous le dire, il se passait quelque chose d'extraordinaire. À chaque chant, des victuailles sortaient de terre. J'ai bien dit des victuailles, des tapis. Tout ce que tu vois, rien ne nous appartient. Tout est arrivé grâce à ces chants extraordinaires. Yunus était complètement ébahi, abasourdi. Il ne crut pas un mot de cette histoire. Enfin, je veux bien vous croire, mais pourriez-vous me chanter une de ces chansons pour que je voie ce miracle? Et là, en chœur, ils se mirent à chanter. Yunus fut bouleversé. Non seulement il voyait des choses apparaître, mais il reconnaissait ses propres chansons. Il reconnaissait toutes les paroles qu'il avait fredonnées, lui, chantées jour après jour depuis tant d'années. Il avait les larmes aux yeux. Il ne savait pas comment les remercier. Grâce à ces mots, grâce à ces chants entonnés par des hommes du désert, il comprenait. Il comprenait qu'il avait créé des richesses, des trésors. Il avait créé des paroles qui enrichissaient les hommes. Jusqu'à présent, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il chantait simplement. Il avait une aptitude dont il n'avait pas pris conscience. Waouh! Encore un nouvel enseignement de ce Taptuc. Il décida alors, sans plus tarder, de repartir vers le vieux sage. Les hommes lui offrirent un cheval et au triple galop. Il retourna vers Taptuc. Il arriva en fin de journée, il tapa sur la porte, il tambourina, il cria pour qu'on lui ouvre. Il faisait nuit et il avait peur de ne pas être accepté. L'épouse de Taptuc lui ouvrit la porte comme au premier jour. « Ah, c'est toi Yunus, mon bon Yunus. Le maître a tellement pleuré. Pourquoi Yunus, mon meilleur disciple, mon fils, était-il parti ?» me demandait-il. « Je ne sais pas s'il va pouvoir te pardonner. Yunus, ce que je te propose, c'est de te coucher là où tu dormais d'habitude dans la cour. Et si Taptuc, demain matin, au réveil, te demande « Est-ce toi, Yunus, mon bon Yunus ?» cela voudra dire que tu pourras rester. Il ne parvint pas à s'endormir. Il ne savait pas s'il allait pouvoir rester. Il finit par s'assoupir en toute fin de nuit. À l'aube, à peine quelques minutes après, Taptuc sortit de sa maison avec ses disciples et son épouse. Il avança, tâtonnant comme d'habitude avec son bâton,
Mais cette fois-ci, il cherchait Yunus dans la cour. Il le trouva, le réveilla et lui dit simplement « Yunus, mon bon Yunus, est-ce bien toi ?» À ces mots, Yunus se leva, ébloui de lumière, il se sentit enfin accepté. Il reprit son balai et balaya la cour en chantant. Il savait maintenant que l'enseignement le plus puissant était celui qu'il ne pouvait se prodiguer à lui-même. Il savait que le silence, et seulement le silence, lui permettait d'entendre sa propre voix, d'entendre son âme, et que ces chants nourrissaient à jamais ceux qui voulaient les entendre. À très bientôt sur la traversée. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.